Sous un ciel sans lune, un avion militaire atterrit à Ouagadougou sans signal d'appel ni autorisation préalable. La soute s'ouvrit, révélant près de 300 personnes enchaînées, muettes, livrées au sol africain comme des cargaisons oubliées. En quelques heures, les images firent le tour du continent, soulevant une seule question. Jusqu'où irait-il pour tester la souveraineté d'un peuple qui refuse de plier ? C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré apparut, transformant l'humiliation en un acte de résistance et le choc en déclaration de dignité. Ce qui s'est produit sur cette piste anonyme n'était pas un incident isolé. C'était le prélude à une expérience géopolitique brutale où la souveraineté d'un petit pays africain devenait un instrument de pression mondiale. Comprendre comment Ibrahim Traoré a transformé un affront en levier diplomatique, c'est saisir comment un État marginalisé peut défier l'architecture du pouvoir international. L'intérêt réel de cette histoire réside dans une question essentielle. Comment un pays apparemment faible peut-il réécrire les règles du monde ? Car si le Burkina Faso a réussi à forcer Washington à reculer dans l'opération Exodus, alors toute la notion de dépendance postcoloniale vacille. Lorsque les premiers documents ont fuité, mémos internes, signatures, directives présidentielles marquées top secret, la planète a compris que ce scandale dépassait la simple politique. Ce n'était plus une affaire d'expulsion, mais de dignité collective, et un homme au centre emportait la voie. Tout a commencé avec une fuite. 2 jours après l'atterrissage clandestin, un dossier numérique étiqueté phase 1, Opération Exodus, apparut dans les réseaux de journalistes indépendants. À l'intérieur, des manifestes de vol, des rapports internes d'IC et surtout un mémo signé de la main de Donald Trump. Il ordonnait le déchargement immédiat d'individus apatrides vers des nations partenaires présélectionnées, le Burkina Faso figurant en tête de liste. L'expression clé du document, leverage, pas diplomatie, résumait toute la logique du plan. Utiliser la vulnérabilité humaine comme levier de domination. Le calcul semblait parfait. Choisir un pays suffisamment stable pour absorber le choc, mais trop isolé pour protester. Ce que les stratèges américains n'avaient pas prévu, c'est la réaction fulgurante d'un gouvernement décidé à ne pas servir de décharge. En moins de 72 heures, les images de la piste et les extraits du mémo circulaient partout. Les journaux africains titraient d'un même ton. L'indignation face à un dumping humain, un crime ou un levier, une honte pour les empires. Face à l'indignation, les porte-paroles de la Maison-Blanche nièrent tout en bloc, évoquant des exercices légaux de transfert. Mais aucun document officiel ne venait corroborer cette version. Le seul papier existant portait la signature de Trump et désormais, celle-ci était projetée sur un écran géant, derrière le président Ibrahim Traoré, lors d'une conférence de presse improvisée à Ouagadougou. D'un ton calme, presque clinique, il déclara « Nous sommes peut-être pauvres, mais nous ne serons jamais un dépotoir pour les conséquences humaines des empires. » Cette phrase devint virale, répétée, traduite, reprise sur tous les continents. Pour la première fois depuis des décennies, un chef d'État africain s'adressait au monde non pas en victime, mais en juge moral. Ce moment, en apparence anecdotique, marqua le basculement. Le Burkina Faso cessait d'être périphérique pour devenir le centre symbolique d'une révolte de dignité. Derrière cette riposte se tenait un homme au calme tranchant, Ibrahim Traoré. Moins de 40 ans, militaire devenu chef d'État dans la tourmente, il incarnait une génération refusant le silence imposé par l'histoire coloniale. Ses proches racontent qu'avant la conférence de presse, il avait passé la nuit à revoir les preuves, image par image, jusqu'à connaître par cœur chaque signature, chaque horodatage. Au matin, il décida qu'aucune négociation secrète, aucun appel diplomatique ne viendrait précéder sa déclaration publique. « Nous parlerons d'abord au peuple, pas aux puissances », aurait-il dit. Ce choix, à la fois risqué et symbolique, changea immédiatement la dynamique. Dans les rues de Ouagadougou, des étudiants brandirent des pancartes. L'Afrique n'est pas un levier. À Dakar, des avocats saisirent la Cour africaine des droits de l'homme. Et au Nigeria, des collectifs de femmes organisèrent des veillées pour les migrants emprisonnés.
Chaque geste semblait minuscule, mais tous convergeaient vers une même conscience. Il ne s'agissait plus seulement du Burkina Faso, mais d'un continent qui exigeait le respect. Pour la première fois depuis longtemps, l'Afrique ne réagissait pas à une tragédie importée, elle fixait les termes du débat. Ce renversement, qu'un pays isolé puisse parler au nom d'une dignité commune, redéfinissait la scène morale mondiale. Et alors, une question nouvelle émergea. Jusqu'où ira cette onde de résistance née d'un seul acte de courage ? Tout s'enchaîna à une vitesse vertigineuse. Après la révélation publique du mémo présidentiel, les rues de Ouagadougou se remplirent. Les associations locales installèrent des tentes près de l'aéroport pour accueillir les migrants abandonnés. Des imams et des prêtres publièrent une déclaration commune. Aucune vie humaine n'est jetable. Dans les villages voisins, les chefs coutumiers appelèrent à la dignité, rappelant que les frontières ne valent rien sans humanité. Le gouvernement burkinabé, conduit par Ibrahim Traoré, lança un ultimatum à Washington, expliquer l'opération ou retirer immédiatement son personnel sur le sol africain. La réponse fut le silence. Mais ce silence, dans un monde hyper connecté, sonnait comme un aveu. Alors, les capitales africaines commencèrent à bouger. À Lagos, à Accra, à Abidjan, des juristes, des journalistes, des étudiants coordonnèrent leurs efforts sous un même mot d'ordre. Nous ne sommes pas vos déchets. Des hashtags devinrent cris, puis mobilisation. Une coalition spontanée transnationale prit forme sans leader officiel, mais avec une âme claire. Pendant ce temps, une seconde fuite apparut, des manuels internes d'ICE révélant que les agents avaient reçu pour consigne de désigner les déportés comme unités consommables. L'expression déclencha une onde de choc. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies condamna une pratique contraire à toutes les conventions internationales. Amnesty International parla de plan industriel de déshumanisation. Sous la pression, le Conseil de sécurité de l'Union africaine convoqua une session d'urgence à Addis Abeba. 54 drapeaux, une seule chaise vide, celle des États-Unis. Devant cette absence, Ibrahim Traoré prit la parole. Il ne lut aucun discours préparé. Sa voix ferme résonna. Ils ont utilisé notre or, notre pétrole et maintenant notre peuple. Mais le Burkina Faso ne se brisera pas. Les applaudissements couvrirent les micros. Ce jour-là, la rhétorique céda la place à l'action. Le bloc AES, Mali, Niger, Guinée, annonça la suspension de tout survol aérien lié à l'opération Exodus. Les syndicats africains de l'aviation civile déclarèrent une grève coordonnée. Aucun avion soupçonné de transport illégal ne serait autorisé à ravitailler. À New York, la riposte américaine se mua en arrogance. Trump, en meeting, lança « Qu'il s'en occupe un !» Mais cette phrase filmée alimenta encore la colère. Des groupes afro-américains s'en emparèrent, rappelant l'histoire de la traite. Nous étions la cargaison d'hier, ils veulent faire de nous le fret d'aujourd'hui. En moins d'une semaine, le scandale devint planétaire. Ce qui avait commencé comme un incident logistique se transforma en crise morale mondiale. Et au centre de cette tempête, le Burkina Faso tenait bon, brandissant son indépendance comme un miroir tendu à l'Occident. 3 chiffres suffirent à renverser le récit mondial. Premier chiffre, 300. En 300. C'est le nombre exact de personnes débarquées à Ouagadougou lors du vol anonyme du 3h20. 300 vies sans papier, sans nationalité, devenues symbole d'un abus systémique. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas une statistique mais un miroir. Chaque unité, disait-il, est une histoire. Et chaque histoire mérite d'être reconnue. Ce chiffre, diffusé par la télévision nationale, devint un cri visuel, inscrit sur les murs des écoles et des marchés. Deuxième chiffre, 20 vols supplémentaires étaient programmés dans les 60 jours suivant l'opération initiale, selon les manifestes récupérés. Ce plan logistique, calculé comme un projet industriel, visait à transférer près de 6000 personnes vers des sites partenaires africains. L'intention n'était pas humanitaire. Les documents parlaient de absorption démographique sans visibilité médiatique. Les experts juridiques y virent une violation directe de la Convention de Genève de 1951, article 33 sur le refoulement interdit. Troisième chiffre, 48. En seulement 48 heures après la fuite, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
publia une déclaration d'alerte citant des inquiétudes graves concernant le déplacement forcé d'individus vers des États sans obligation légale de les accueillir. Ce délai, record, témoignait d'une réaction internationale d'une ampleur rarement observée pour un pays d'Afrique de l'Ouest. Autour de ces 3 données, Traoré bâtit une stratégie de communication d'une précision chirurgicale. Les chiffres étaient devenus des armes de vérité. Il refusa toute exagération, s'en tenant aux preuves vérifiables, transformant le langage froid des statistiques en plaidoyer moral. Chaque nombre avait son contrepoids narratif. 300 vies, 20 vols, 48 heures, un triptyque d'injustice, d'intention et de réaction. Dans un discours télévisé, il conclut « Vous comptez nos terres en barils, nos enfants en nombre. Eh bien, comptez aussi nos principes. » Cette phrase, à la fois mathématique et poétique, scella le passage du factuel au symbolique. Les chiffres, désormais, ne décrivaient plus seulement un scandale, ils redéfinissaient la valeur même de la souveraineté. 2 narrations s'affrontèrent par la suite. La première, portée par les porte-paroles de Washington, défendait l'idée d'une opération légale de relocalisation. Selon eux, les États-Unis n'avaient fait que transférer temporairement des individus non identifiés vers des zones partenaires en attente de vérification d'identité. Un geste humanitaire, affirmait-il, motivé par la gestion sécurisée de flux migratoires à risque. Pour beaucoup d'observateurs occidentaux, cette ligne tenait encore, soutenue par un vocabulaire aseptisé, logistique, coopération, protocole d'urgence. Mais face à cette rhétorique de la distance, une autre lecture émergea. Les juristes africains, les ONG locales et même certains diplomates européens dénoncèrent une instrumentalisation politique flagrante. Utiliser des êtres humains comme levier, expliquait-il, n'était pas une mesure de sécurité, mais une violation structurelle du droit international. Plusieurs articles de la Convention des Nations Unies sur la souveraineté territoriale furent cités, notamment l'article 9 relatif au transfert forcé. Ibrahim Traoré, lui, choisit la réponse du terrain plutôt que celle du verbe. Plutôt que de débattre sur les plateaux télévisés, il invita des journalistes étrangers à visiter les zones de rétention. Les caméras filmèrent des tentes improvisées, des enfants au regard vide, des femmes enceintes privées de soins. En une soirée, les images diffusées sur les chaînes panafricaines firent plus que 1000 discours. Elles exposaient la dissonance entre les mots de Washington et la réalité du désert burkinabé. Quand un reporter américain lui demanda s'il craignait des sanctions, il répondit simplement « Si dire la vérité attire la punition, alors punissez-nous. Nous n'avons plus peur de l'injustice polie. » Cette phrase marqua un tournant. Même certains analystes américains reconnurent que la position du Burkina Faso, loin d'être une provocation, reposait sur un principe moral cohérent. La dignité humaine ne peut pas être négociée. Le stillman de Traoré était clair, comprendre la logique adverse pour mieux la dépasser, sans haine, mais avec lucidité. Un mot surgit alors comme une coupure nette. Assez. Ce mot, prononcé par Ibrahim Traoré, ouvrit une nouvelle phase dans la crise. Une preuve inattendue fit surface, un enregistrement audio provenant d'une réunion à la Maison-Blanche. La voix, indéniablement celle de Donald Trump, y disait « Vous voulez jouer au souverain ? Voyons comment Traoré gère 10 000 corps devant sa porte. » L'extrait dura à peine 20 secondes, mais il fit l'effet d'une déflagration. Ce n'était plus un débat sur la logistique migratoire, c'était la révélation d'une stratégie de chantage. Dans les capitales africaines, le ton changea. Ce n'était plus le Burkina Faso contre l'Amérique, mais l'Afrique contre l'humiliation. Les dirigeants de plusieurs États, longtemps prudents, prirent position publiquement. Le Nigeria parla de violation morale, le Sénégal de blessure collective et la Guinée de acte de guerre symbolique. Le hashtag « Nous ne sommes pas votre poubelle » devint viral. Des foules se rassemblèrent, non pour haïr, mais pour revendiquer la dignité. Et dans ce tumulte, Traoré ne parla pas de vengeance, mais d'équilibre. Ils ont franchi une ligne invisible, dit-il. Alors nous tracerons la nôtre. Les répercussions furent immédiates, tangibles, profondes. Pour les nations africaines, ce scandale devint un catalyseur d'unité. L'Union africaine, réunie à Addis Abeba, adopta une position commune.
aucun sol du continent ne servira de dépotoir pour les politiques étrangères. Cette déclaration, votée à l'unanimité, entraîna la création du Tribunal international pour la justice migratoire, un organe proposé par Ibrahim Traoré lui-même. Pour la première fois depuis des décennies, un projet panafricain ne naissait pas d'une initiative occidentale, mais d'une décision interne, volontaire, souveraine. Chez les dirigeants nationaux, la prise de conscience fut brutale. Au Mali, au Niger, en Guinée, des lois dites de protection souveraine furent votées en urgence, interdisant tout atterrissage non autorisé et criminalisant les transferts forcés. Ces mesures, symboliques et juridiques, constituèrent un front commun inédit contre l'impérialisme migratoire. Des dizaines de contrats d'ONG occidentales furent suspendus, certains bureaux fermés. Du côté des nations du Nord, la réaction oscilla entre la gêne et la crispation. Les chancelleries européennes parlèrent de « incidents regrettables », tandis que Washington maintenait sa ligne de défense, aucune directive officielle connue. Mais dans les couloirs du Congrès américain, le ton se durcit. Des commissions d'enquête internes furent ouvertes sur l'usage abusif des vols de déportation. Pour la première fois, la presse américaine, souvent indifférente à l'Afrique, consacra ses unes à la question. Une interrogation sur les limites de la souveraineté face au dumping humain. Enfin, pour les communautés civiles, le choc se transforma en élan d'action. Des collectifs de jeunes, d'artistes, d'enseignants lancèrent des campagnes de solidarité à travers tout le continent. À Johannesburg, des étudiants peignirent sur les murs. Ils ont déplacé des corps, mais pas notre dignité. À Accra, des avocats offrirent gratuitement leur soutien juridique aux migrants expulsés. Et dans les villages du Burkina Faso, les familles accueillirent les arrivants, parfois sans parler leur langue, mais en partageant leur pain. Ces gestes, modestes mais répétés, dessinèrent un nouveau visage de l'Afrique, celui d'un continent qui refuse d'être défini par la souffrance, et qui choisit la réponse morale plutôt que la réaction violente. Pour Ibrahim Traoré, la victoire ne résidait pas dans les sanctions, mais dans la cohérence. « Nous n'avons pas renversé un empire, disait-il, nous avons rétabli une mesure humaine. » Alors que la poussière du scandale commençait à retomber, Ibrahim Traoré et son gouvernement présentèrent 3 trajectoires possibles pour l'avenir. Dans une voie prudente, le Burkina Faso maintient ses alliances régionales et consolide le tribunal pour la justice migratoire. Les tensions diplomatiques persistent, mais un dialogue technique s'amorce avec certains pays européens. Les fonds souverains africains financent un réseau d'accueil régional pour les déplacés. Dans ce cas, la crise se transforme en précédent juridique, marquant la fin de l'impunité migratoire. Dans une perspective plus ambitieuse, si le modèle burkinabé inspire une dizaine d'autres États, une coordination migratoire africaine pourrait voir le jour. Un pacte de mobilité souveraine serait négocié entre les membres du bloc AES et l'Union africaine, fixant des règles éthiques communes. L'Afrique passerait d'objet à sujet du droit international. Traoré y verrait la validation d'une idée, qu'une dignité assumée peut remplacer 1000 traités imposés, mais un risque demeure, celui de l'isolement. Washington, frustré, pourrait imposer des sanctions financières. Des ONG occidentales pourraient se retirer, affaiblissant les programmes de santé et d'éducation. Les médias internationaux pourraient tourner la page, laissant le Burkina Faso seul dans sa posture morale. Ce scénario, le plus redouté, n'est pas impossible. Mais même ici, Traoré insiste, l'isolement n'est pas une punition quand il protège la conscience. Entre ces 3 chemins, un fil conducteur. La transformation d'une crise imposée en espace d'affirmation. Si l'histoire récente de l'Afrique a montré combien la dépendance est tenace, elle montre aussi que la cohérence peut devenir une force géopolitique. La véritable question, désormais, n'est plus ce que fera Washington, mais ce que décideront les Africains. Au-delà des débats diplomatiques, ce sont les visages qui ont bouleversé les consciences. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, des familles burkinabées ont accueilli des déportés venus sans langue, sans papier, mais avec la même peur dans les yeux. Une mère de 3 enfants déclara à la télévision « S'ils dorment sous notre toit, alors ce toit devient africain ». Cette phrase simple traduisait mieux que tout discours la portée humaine du geste. Les jeunes furent les premiers à s'en emparer. Dans les universités, on projeta les discours d'Ibrahim Traoré comme des cours de civisme. Des campagnes numériques se mirent en place,
transformant la colère en apprentissage. La souveraineté n'est pas un mot, c'est une habitude, écrivait un étudiant de Bobo Dioulasso. Les femmes, souvent en première ligne de la survie, organisèrent des collectes de vivres et d'eau. Certaines, issues de villages frontaliers, affirmèrent « Nous avons porté les guerres, nous porterons aussi la justice ». Les diasporas, du Canada à la France, prirent le relais. Des manifestations symboliques eurent lieu devant les ambassades américaines où l'on déposait non des drapeaux brûlés, mais des dessins d'enfants, un avion, un soleil et une phrase « L'Afrique ne se jette pas ». Ce qui aurait pu rester un scandale administratif devint ainsi une communion morale. La crise n'était plus géopolitique, elle était existentielle. Et dans ce miroir collectif, chacun voyait le reflet d'un choix simple, accepter l'injustice ou se lever ensemble pour la dignité. Ibrahim Traoré transforma alors l'émotion en stratégie. Le gouvernement du Burkina Faso publia une feuille de route pour la dignité migratoire, articulée autour de 5 étapes précises. D'abord, un audit complet, tous les accords bilatéraux impliquant des transferts de population furent révisés. Chaque document devait désormais être validé par le Parlement, mettant fin au pacte secret. Ensuite, une coopération panafricaine. Le Burkina Faso invita ses voisins à partager des bases de données migratoires sécurisées. Objectif, que plus aucun vol anonyme ne puisse atterrir sans détection. Puis, un cadre juridique commun. Avec l'appui de juristes du Mali et du Sénégal, une charte des migrations souveraines fut rédigée. Ce texte, inédit, liait dignité humaine et sécurité territoriale. Le soutien communautaire suivit. Les associations locales reçurent d'un financement direct de l'État pour héberger les exilés. L'aide internationale, jugée conditionnelle, fut remplacée par un fonds participatif régional. Enfin, une diplomatie active, à Genève, Traoré présenta devant les Nations Unies un plaidoyer sobre « L'Afrique n'est pas un espace vacant, c'est un espace conscient ». Le ton était ferme, sans colère, une démonstration de maîtrise. Chaque étape fut suivie d'indicateurs mesurables. Nombre d'accords révisés, familles hébergées, protocoles signés. Le plan n'était pas une utopie, mais une méthode. Et pour la première fois, l'Afrique apparaissait non pas comme une scène d'urgence, mais comme un laboratoire de solutions. Sous le toit d'une école de fortune, à quelques kilomètres de Koudougou, l'histoire trouva son écho le plus pur. Parmi les enfants récemment arrivés d'Amérique, un garçon de 9 ans brandissait un dessin, 2 drapeaux, l'américain et le burkinabé, déchirés au centre, séparés par une silhouette d'enfant. Au-dessus, 6 mots tremblés. « Je n'avais pas de papier, maintenant je compte ». Ibrahim Traoré, en voyant l'image, resta silencieux un long moment. Ce dessin, dit-il plus tard, valait plus que toutes les résolutions votées. Il résumait la vérité nue. La dignité humaine ne dépend ni du passeport, ni du pouvoir, mais du regard que l'on pose sur l'autre. Ce symbole, relayé par les médias, devint l'icône du réveil burkinabé. Et quand le président prit la parole une dernière fois, il ne parla pas de victoire, il parla de sens. Ils ont déplacé des corps, mais nous avons déplacé l'histoire. Ce jour-là, l'Afrique se redressa, non dans la colère, mais dans la clarté. Le monde découvrait qu'au cœur du Sahel, un peuple venait de redonner son nom à la dignité. Dans la salle de presse de Ouagadougou, le silence précéda la dernière phrase d'Ibrahim Traoré. Pas de slogan, pas de colère, seulement une voix posée. Vous avez essayé de transformer les humains en armes. Vous avez échoué, parce que les peuples ne sont pas vos outils, et cette terre ne sera pas votre décharge. Les caméras se turent. Le président leva alors le dessin de l'enfant, désormais plastifié et encadré. Voici notre réponse. Pas dans la vengeance, mais dans la clarté. L'ère de l'Afrique passive est terminée. Le geste, simple mais immense, résumait tout. L'Afrique ne réclamait plus d'aide. Elle s'adressait au monde comme partenaire de conscience. Dans les rues, les jeunes scandèrent « Pas de frontières pour la dignité ». Et à travers les réseaux, un dialogue nouveau naquit. Non pas entre gouvernements, mais entre citoyens, enseignants, maires, exilés. Un fil invisible reliait désormais les voix du Sahel aux consciences du Nord. Une question demeure ouverte, comme un écho. Que vaut une nation, sinon le courage de protéger sa propre humanité ?